Bandeko sika vraiment toko banda conférence na biso oyo ezali pe conférence ya yambo oyo groupe Horizon ekoyamba ndeko na bango ndenge tolobi ke ya yambo mpona nini parce que sika nde tobandi mpenza motangi ya kotangaka baconférence oyo groupe Horizon ekobanda koyambaka bandeko na biso mingi mpenza mpona kosolola pe koyeba pe koeclaircir mpenza mingi oyo ekoleka na mboka na biso yango mpenza mokomo ya lelo eza mokolo ya yambo e groupe Horizon eyambi ndeko na bango pe mokomo ya lelo tokoyamba ndeko na biso oyo tobi tozali na ye ndeko na biso Boniface Musavuli na masolo minene ekozala lelo tokoyoka ye mpe tokosola mingi toyeba mpenza mingi ekoleka na mboka na biso na Grand Kivu mingi mpenza toyingaka koloba Grand Kivu na maloba d'emprunt oyo bakomi kotia biso mingi tolobaka este me mingi mpenza tokolinga bana ya Congo toyeba kolobaka mingi Grand Kivu ekozala mpenza kitoko mingi ke tokota na maloba oyo ya baloki bamemeli biso te masolo na biso ya lelo ekozala mingi mpenza tokosolola to mpe ye akosolisa biso mpe na biyano na biso mingi na oyo etali les enjeux ya balkanisation mpe naloba soulèvement populaire mingi bana ya Congo nde tozali awa eye ekoleka na ngambo na biso ya Grand Kivu eyebani mingi nyonso na detail te mingi mpenza na detail te yango mpenza tolobaki tobengisa papa na biso mpo ye ayeba kosolisa biso mpo ye mpenza asilaki na kokoma mpe mikanda mpe bainterview mpe baintervention na ye na Facebook tokolanda yango mingi ya koeclaircir mingi maye ekoleka na ngambo ya mboka na biso wana tala lelo yango esangisi biso lelo mpo te tokoka koyoka papa na biso ndeko na biso Boniface Musavuli nakanisi na koloba na RRT papa na biso Musavuli ngai mpenza mama kati botuli na ye epai na yo mpona bato mpenza bayeba na koyeba yo d'abord yo oza nani papa na biso après yo moko okoyeba kokota na masolo oyo obungisaki mpo te tokoba na mokomo lelo matondo matondi mbote epai ya baauditeur na bino mpe nakoloba nde na lopoto mpona na lingala nazalaka malamu te na mwana Congo nabotama na Kivu natanga awa na France natanga mpe na Congo na diplômé à Université Lumière Lyon 2 na faculté de droit mikolo oyo nasalaka ma analyse politique naza mpe militant de droit de l'homme nasala na Azado soki bamoko bayebi Azado kuna na Kinshasa nazalaka mpe membre ya Azado depuis naza na poto awa nasalaka ma analyse politique nalandaka situation ya Kivu nde nasuka yango nakomi livre moko le génocide congolais oboyebi nasali na répertorié o massacre nyonso esalama na Congo depuis maintenant 20 ans po bitumba ebandaki na 1996 tina lelo voilà donc buku yango eza référence eza lokola babuku mosusu mais avec une touche particulière une touche personnelle en insistant sur le caractère génocidaire des crimes qui se commettent. Donc voilà. Le reste n'a pas expliqué bien au fil de l'émission. Oui, papa na biso Boniface, merci nakanisi bandeko nyonso bato banso balandi yo lobi po bayeba penza yo penza ozali nani me nakanisi sika tokoki kokota na yo obongisaki mpona kosola biso na mokomo lelo français ezali permis ndenge nalobaki okoloba linga lokoloba no na français. Ok, nakoloba na français. Donc sujet bopesaki nga eza l'éveil de la population
explications par rapport au processus de la balkanisation. Bon, balkanisation, si on comprend très bien, balkanisation, ça ne s'explique, on ne l'explique plus en congolais, c'est un processus qui vise à fragmenter, à démanteler, à détruire un État existant en des petites entités étatiques, en des petits États, parce que les grandes puissances ont considéré que cet État-là, préexistant, était un État non viable, et donc il faut le fragmenter pour faire de petits États qui seraient plus viables. Mais en général, ces petits États deviennent hostiles les uns envers les autres, donc toute balkanisation entraîne des conflits entre les États qui se créent. Donc ceux qui veulent balkaniser le Congo préparent non seulement un conflit, parce que cette balkanisation ne se ferait que par la violence, mais aussi préparent la violence qui naîtrait entre les États qui seraient créés, parce que il y aurait nécessairement des problèmes de frontières entre ces différents États, les petits États qui seraient créés. Alors, cette menace signifie concrètement que le Congo doit disparaître, et doit disparaître par rapport à ces frontières que nous connaissons, les frontières héritées de l'indépendance de 1960. Cette balkanisation, le processus devrait commencer par le Kivu. Le Kivu devrait passer sous l'influence du Rwanda et de l'Ouganda. Kinshasa devrait perdre progressivement le contrôle du Kivu. Et par la suite, ce serait le Katanga qui disparaîtrait selon les scénarios qui sont décrits par les analystes. Et donc, à partir du moment où le Kivu et le Katanga seraient perdus par Kinshasa, les autres provinces, on parle surtout du Bas-Congo, commenceraient elles aussi à revendiquer leur autonomie, parce que si le Congo cesse d'exister, il n'y a plus de raison que ces autres provinces se mettent à se diviser. Seulement, nous avons un problème au Congo, c'est que les provinces ne sont pas des entités qui sont calquées sur les terres ancestrales des groupes ethniques. Ça veut dire que quand tu prends par exemple le Kivu, tu trouves une vingtaine de groupes ethniques. Le Kivu, donc, ça ne veut rien dire. Dans ce Kivu, il y a une terre de Bashi, il y a une terre de Banande, il y a une terre de Barega, il y a une terre de Houndé. Il y a donc des terres, des groupes ethniques. Même chose dans le Katanga, même chose dans le Bas-Congo. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ces États artificiels qui seraient créés, il y aurait des conflits internes, hein, il y aurait des conflits entre les groupes ethniques selon leur implantation sur une terre ou sur une autre. Donc ce serait un grand foutoir, et il y aurait des problèmes insurmontables si jamais le Congo tel que nous le connaissons devrait s'effondrer. Évidemment, si cette situation arrive, ce serait idéal pour les marchands d'armes, parce que la guerre, c'est aussi un business. Donc, si on veut balkaniser le Congo, on veut aussi préparer des guerres, et ces guerres, c'est du business. Alors, ce projet est en cours d'exécution, comme en témoigne l'occupation de l'Est du Congo par le Rwanda et l'Ouganda, avec le soutien des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Donc, nous devons comprendre que ce projet, il est là. Il y a vraiment des gens qui travaillent pour que Kinshasa perde le contrôle des provinces de l'intérieur du Congo, et que un jour, à force de ne pas contrôler l'intérieur du pays, ces régions-là passent sous le contrôle des pays voisins, et on va l'appeler balkanisation, mais en réalité, il s'agit des annexions de ces territoires par ces différents pays voisins. Je ne sais pas si je peux m'arrêter là pour répondre à quelques questions, si les auditeurs le souhaitent, ou si je dois poursuivre pour finir l'ensemble du sujet. Bandeko bolingi ekoba ou bien ba mitune banda.
ngakanisi akoba nanu toyoka nanu mayeye abongisaki po biso mpe tobanda kotuna mituna. Ok, merci. Ok. Alors, la question de savoir qui est derrière ce complot de balkanisation, il est difficile de mettre des noms sur les personnes, hein, parce que ceux qui travaillent pour la balkanisation, nous savons d'abord qu'il s'agit des pays qui sont impliqués dans les guerres du Congo, c'est-à-dire le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, dans une certaine mesure, avec l'appui des États-Unis, de la Grande-Bretagne. Mais il y a des hommes, hein, des personnes qui travaillent, mais ces personnes-là, on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Il faut seulement se fier à certaines déclarations qui sont faites. Vous avez par exemple une déclaration spectaculaire de M. Herman Cohen en 2011. Il est un ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Il avait déclaré d'une façon tout à fait naturelle qu'au département d'État, le Kivu ne fait plus partie du Congo, le Kivu fait partie du Rwanda. Il avait fait la déclaration de façon vraiment naturelle, hein, vraiment tranquille. C'est comme les choses qu'on se dit, qu'on a l'habitude de se dire et qu'on vient lasser comme ça en public. À part Herman Cohen, vous avez un certain Walter Kanstener. Walter Kanstener, c'est un ancien diplomate américain. Il a travaillé au secrétariat d'État américain pour l'Afrique sous l'administration de George Bush. Lui, ce diplomate américain, il est d'une famille des industriels qui travaillent dans le domaine du coltan. Lui, il défend ouvertement la création d'un Tutsiland, hein, d'un État Tutsi à l'est du Congo. Et il le dit ouvertement. À côté de lui, il y a une autre personnalité américaine, un certain Johnny Carson. À l'époque, il était sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, donc en février 2013. Eh bien, il avait dit que pour régler la question de la crise sécuritaire dans l'Est du Congo, il faut emprunter le schéma de l'ex-Yougoslavie et du Soudan. C'est-à-dire, ce schéma-là, c'est-à-dire qu'il y a une longue crise et pour régler la crise, on décide que les zones qui sont déchirées par la crise deviennent des États autonomes. Le problème avec le Soudan, c'est que le Sud-Soudan est devenu un brasier, c'est comme ce que je vous disais par rapport au Congo, c'est-à-dire que vous créez un État, vous détruisez un État qui existait, à l'époque c'était le Soudan, vous créez un État artificiel, le Sud-Soudan, mais à l'intérieur de cet État, il se développe une violence intercommunautaire. Une violence intercommunautaire qui plombe l'avenir de cet État-là. Le Sud-Soudan aujourd'hui c'est devenu un chaos permanent, avec les rivalités entre les deux chefs militaires, Riek Machar et Salva Kiir. Donc, si on emprunte ce schéma-là, c'est sûr que demain, à l'intérieur des petits États qui seraient créés, il y aurait des troubles. Il y aurait des troubles et ces États ne seraient pas plus viables que le Congo d'aujourd'hui. Une autre personnalité qui s'est exprimée par rapport à la balkanisation, c'est l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui est un nouveau candidat à l'élection présidentielle. C'était en 2009, il s'est exprimé devant le corps diplomatique français et il a affirmé tout simplement que le Congo doit partager son espace et ses richesses avec le Rwanda. Cette phrase a été terrible à l'époque parce que le Congo venait de subir une attaque brutale des troupes rwandaises dissimulées derrière le mouvement qu'on appelait le CNDP. C'était quelques mois après le terrible massacre de Kiwanja où les militaires rwandais avaient tué 150 Congolais dans la localité de Kiwanja, en territoire de Rutshuru. Il y a même des enfants et des malades, des vieillards qui avaient été tués au couteau à l'intérieur de leur maison parce que les Rwandais passaient de porte à porte. Et donc, quelques mois après, Nicolas Sarkozy affirme que le Congo qui venait de subir ce massacre, doit partager son espace et ses richesses avec le Rwanda.
La déclaration avait été très mal ressentie par les Congolais. Bon, après, Sarkozy est venu à Kinshasa pour essayer d'arrondir les angles, mais le mal était fait. Donc nous avons là donc quelques noms de personnalités qui, sur le plan international, se sont déjà prononcés pour le démantèlement du Congo: Herman Cohen, Walter Kansteiner, Nicolas Sarkozy et Johnny Carson. Mais la liste n'est pas exhaustive. Il y a d'autres personnalités qui se sont déjà exprimées sur ces projets de balkanisation. Ça veut dire que dans des officines en Occident, il y a vraiment des gens qui travaillent pour que le Congo disparaisse, éclate en petits États. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit. Lorsque les Congolais disent que leur pays est menacé, c'est une réalité. Il y a des gens qui travaillent là-dessus pour faire disparaître ce pays. Alors, à côté de ces Occidentaux, il y a aussi des acteurs africains qui travaillent au projet de balkanisation du Congo, ou qui ont déjà travaillé à ce projet. En tête de ces Africains, il y a ce qu'on appelle les dirigeants Tutsis. On ne sait pas comment les appeler, les Rwandais ou les Tutsis. Bon, je parle des dirigeants Tutsis. Ces dirigeants Tutsis, dès 1981, ils avaient écrit au secrétaire général de l'ONU une lettre hein, qu'on peut retrouver, une lettre dans laquelle ils revendiquaient ouvertement que le Kivu devienne un État autonome. Hein. 1981, c'était encore sous la présidence de Mobutu. Ce qui est étrange dans cette situation, c'est que ceux qui réclamaient cette autonomie, donc les Tutsis, ne font même pas partie des groupes ethniques, hein, considérés comme autonomes, autochtones du Congo. Nous savons que dans le processus de création de nouveaux États, il faut qu'il y ait une adhésion des masses populaires, des populations autochtones. Donc, qu'un groupe ethnique qui ne fait même pas partie des populations autochtones réclame la création d'un État, en rupture avec la capitale, avec l'État préexistant, c'est une totale aberration. Hein, c'est une totale aberration. À côté des leaders Tutsis, il y a certains Congolais. Il y a certains Congolais, les Congolais les vrais Congolais, quoi, si on veut le dire, les Congolais de souche. Eh bien, ces Congolais ont conclu en 1996, le 23 octobre 1996, un document qu'on appelle les accords de l'Emera. C'est un pacte secret entre ces groupes congolais et les dirigeants rwandais, selon lequel le Congo devrait céder 300 km de son territoire à l'est à ces pays-là, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Ces Congolais sont, il faut bien les citer, il faut retenir leur nom: Laurent Désiré Kabila, dans le cadre de l'AFDL, le général André Kissès Ngandou, un jeune Massassou Nindaga, et puis un leader Tutsi du nom de Deogracias Bouguera. Ils ont signé ce document, même s'ils l'ont nié par après, et ils ne veulent pas le reconnaître. En réalité, ce document, il est difficile de les nier parce que il est difficile de nier parce qu'il y a suffisamment de témoignages, qui font état de l'existence de ces documents. Alors, le malheur pour ces Congolais, c'est que les uns et les autres ont commencé à mourir, avant l'exécution de ce pacte qu'ils avaient conclu. Et nous savons tous que Laurent Désiré Kabila a été assassiné en janvier 2001. Le général André Kissès Ngandou avait déjà été assassiné en janvier 1997. Le jeune Massassou Nindaga a été exécuté en novembre 2000. Donc la seule personne qui survit, qui reste de ce groupe des signataires des accords de l'Emera, c'est le leader Tutsi, Deogracias Bouguera. Au-delà des signataires des accords de l'Emera, on peut considérer qu'il y a un grand nombre d'autres personnalités congolaises qui travaillent de façon sournoise à l'exécution du projet de balkanisation du Congo.
Parce que quand vous lisez par exemple un document qu'on appelle les accords du 23 mars, 23 mars 2009, ce document, il vient compléter les accords de l'Emera. Il vient vraiment dans la suite des accords de l'Emera. C'est un document qui considère que les membres du M23, cette milice rwando-ougandaise qui avait agressé le Congo sous la conduite des généraux rwandais Laurent Kunda et Bosco Ntaganda, cette milice devait installer ces hommes qui sont des militaires rwandais, devait les installer dans le Kivu, et ces hommes ne devaient pas aller servir dans d'autres provinces. Donc ils devaient rester dans le Kivu. En signant un accord comme celui-là, le gouvernement congolais actait, en tout cas le gouvernement congolais, ce qu'on appelle le gouvernement congolais, le gouvernement de Kinshasa, actait la balkanisation, actait la perte des provinces du Nord Kivu, et du Sud Kivu au profit du Rwanda et de l'Ouganda. Et ce document, les accords du 23 mars 2009, porte la signature de l'actuel ministre des Affaires étrangères. Il s'appelle Raymond Tshibanda. À côté de son nom, il y a un certain Kamanzi, un certain Désiré Kamanzi qui représentait la milice rwando-ougandaise du CNDP. Donc, à côté de ces Congolais, vous avez aussi d'autres personnalités. Ces documents-là des accords du 23 mars étaient parrainés par les anciens présidents, le Nigeria Olusegun Obasanjo et l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. Mais lorsque vous analysez le comportement de ces deux présidents, notamment le président Olusegun Obasanjo, il y a un câble diplomatique révélé par Wikileaks qui dit que l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo avait clairement affirmé au cours d'une réception avec Susan Rice, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Il avait affirmé tout simplement qu'il regrettait vraiment que le Congo ne soit pas dirigé par le président Paul Kagame. Bon, donc, un homme comme celui-là, il va servir au titre de beaux offices, il va servir en tant que diplomate au Congo, alors que ses intentions sont celles-là. Voilà. Donc vous avez un groupe, je vous ai donné le nom de groupe de personnalités occidentales qui soutiennent la balkanisation du Congo ou qui ont révélé, leur penchant pour la balkanisation du Congo, l'éclatement du Congo. Je vous ai cité les Africains, certains Africains qui ont révélé qu'ils étaient portés sur ce projet destructeur. Mais il y a des réactions. Il y a par exemple la réaction de la population de Goma en août 2013 qui s'est mobilisé, qui s'est soulevé, qui a empêché la mutation du colonel Mamadou Ndala qui se battait contre les agresseurs, qui a transporté elle-même les munitions et les armes jusqu'au front pour que les militaires se battent contre ces agresseurs qui venaient du Rwanda. Donc il y a une mobilisation, il y a des mobilisations comme celle-là qui sont tout à fait réelles à l'intérieur du Congo et qui retardent l'exécution de ces projets de balkanisation. Vous avez aussi à Kinshasa, en août 2012, une grande mobilisation de la population à l'appel des évêques, des évêques de Kinshasa, qui ont appelé la population, on l'a appelé la marche des chrétiens, qui ont appelé la population à s'organiser, à manifester, à déclarer ouvertement qu'elle est contre ce projet de balkanisation. Vous avez aussi et surtout la mobilisation permanente des combattants, les jeunes activistes congolais dans la diaspora qui sont vraiment restés véritablement le thermomètre de la vigilance permanente autour du Congo. Et donc, aussi longtemps que toutes ces mobilisations continueront de s'exprimer, on peut considérer que le projet de balkanisation aura du mal à s'exécuter. Donc voilà un peu ce que je voulais expliquer par rapport à cette
à cette difficile affaire de balkanisation et de complot contre le Congo visant son éclatement. Merci beaucoup ndeko na biso Boniface Mosavulu na exposé oyo biso banso tolandi na mokuse oyo nalobi que na mituna ntango mosusu ekosenga mpe badetail mosusu bien que badetail mpenza elobami mpe lisusu me nakanisi bandeko mpona kozwa baminute mpenza ebele mingi te moto aza na motuna atangi nkombo na ye atuni mpe motuna na ye neti ndenge tozali ebando esala mingi totondisa bamituna mingi te sauf soki eza kokende nyonso na esika moko wana tokende na motuna akaisi na motuna deja naza na ndeko Solange deja ye mpenza bolivisi pasipasi natangi yo aza na motuna mama Solange oza na maloba matondo mama kati papa na nga Mosavuli napesi yo vraiment losako vraiment mpona mokolo na lelo oye kopartage na biso mpona kokende na lombango mpona motuna c'est vrai papa na biso alobi briefing donc en bref ce qui se passe na bakonzi oyo bazali koloba mais je crois nga na kosepela na papa amuli ntango azokoloba résistance ya bakongolais na kati na Goma résistance par exemple na Kivu et puis bamassacre babiloko oyo baétranger Uganda ou Rwanda bazali kosala mpona kobalkanize mboka c'est tellement beau par exemple ya koyoka kombo balkanisation bien tellement simple mais na kolinga papa na ngai pesela biso quelques exemples ya bamassacre ya bamort ya babiloko horrible oyo bakongolais peut-être bazali comprendre te na kombo wana baza kotravailler mpona balkanisation apesa biso bakombo wana baévénement précis oyo komona mosalo ezali kosala préparation ya balkanisation na kati na mboka surtout na Grand Kivu wana vraiment ezala vraiment baévénement moko précis mpona kotoucher public mpe bayoba nini oyo vraiment biso tozali koloba si likambo ya balkanisation pour ça ko napesi maloba na mesa. Est-ce que ndeko mosusu aza na question ezokende na sens ya mama Solange soki te maloba eye epai ya papa na biso Mosavuli. Merci Solange, compatriote Solange. Donc, le projet de balkanisation s'est heurté à certaines difficultés. Comme je le disais, la balkanisation signifie que l'État éclate et ce qui reste de cet État, c'est de nouveaux États. Seulement pour qu'il y ait de nouveaux États, il faut que la population locale soit d'accord avec la création de nouveaux États. Or, dans le Kivu, la population est totalement contre la balkanisation, totalement contre. Les Congolais du Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, ne veulent absolument pas devenir des citoyens rwandais ou des citoyens ougandais. Ils veulent rester congolais. Leur référence, c'est Kinshasa. Leurs compatriotes, c'est des Kassaïens, c'est des Bakongo, c'est des Bangala. Ils ne veulent absolument rien entendre avec l'idée de devenir des sujets rwandais ou ougandais. Et ils se battent. J'ai oublié d'ajouter sur la liste des résistants, les résistants armés qu'on appelle les Maï Maï. Les Maï Maï, ce sont des autochtones du Kivu qui se battent depuis toujours contre l'occupation du Kivu par les forces du Rwanda et de l'Ouganda. Donc il y a une lutte féroce qui est menée sur place par ces populations qui ne veulent pas perdre leur identité congolaise. Alors, qu'est-ce que les artisans de la balkanisation ont décidé de faire? Ils ont décidé, parce que la population c'est l'obstacle, ils ont décidé de venir attaquer cette population directement. Directement. Ce qui donne lieu à ces massacres, à ces viols, à ces déplacements forcés. Donc parce que l'obstacle c'est la population, il faut attaquer cette population. Il y a par exemple, depuis octobre 2014, il y a un véritable génocide qui se déroule à Beni. Beni, c'est la troisième ville du Nord Kivu. Il y a des massacres épouvantables. Vous avez des massacres qui se déroulent maintenant depuis 2 ans
hein, depuis 2 ans, ces massacres se déroulent d'une façon très organisée et à côté, à proximité des positions de l'armée. Donc, euh, je vais peut-être avoir l'occasion d'en parler beaucoup plus à large, précisément de ce qui se passe à Béni. Euh, Au niveau des hommes politiques, c'est-à-dire au niveau des États, le gouvernement rwandais, le gouvernement ougandais et le gouvernement actuel de Kinshasa, la balkanisation ne fait plus aucun problème. La balkanisation est déjà presque acceptée. Elle est presque déjà acceptée. Ce qui justifie la présence des milliers de militaires rwandais sur le sol congolais, mais on les cache en les mettant sous l'uniforme de l'armée congolaise. Ces militaires, ce sont ces militaires qui sont en train de tuer la population à Béni, par exemple. C'est une façon de briser, hein, les Congolais autochtones. Et parmi les ethnies qui sont visées dans le Kivu, il y a les Bashi dans le sud Kivu et les Banande dans le nord Kivu. Ce sont des groupes ethniques des autochtones congolais qu'on considère comme étant des obstacles au projet de balkanisation. Alors, les massacrer, les tuer, les violer, les jeter de leur terre, c'est un procédé qui est actuellement utilisé pour essayer de faire aboutir ce projet de balkanisation. C'est peut-être la réponse que je vais vous donner. Si vous avez un autre élément à demander, je serai là pour répondre. Maman Cathy, moi j'ai une question. Oui. Monsieur Boniface Moussavouli, chers compatriotes, bonjour. Bonjour. C'est Maman Joselina Wokinde, ici au Canada. J'ai une question et une sous-question peut-être. Oui. Nous savons que les discours de balkanisation du Congo, la première personne qui a commencé à parler de cela, c'est bien Monsieur Honoré Ngwanda, que beaucoup de Congolais ont combattu quand il a commencé à tenir ses discours, disant que c'est pas vrai, il raconte des histoires, il était là où c'est Terminator, comme on est habitué à l'appeler. Et au fil des années, tout ce qu'il racontait, tout ce qu'il disait, finissait par se concrétiser sur le terrain. Et petit à petit, on voit qu'il disait la vérité. Qu'on le veuille ou non, ça s'affirme sur le terrain. Que dites-vous aux Congolais autochtones qui ne croient pas à ce discours de la balkanisation? Je vois que vous avez, comment dire, vous avez entériné le même discours, vous avez, vous-même étant ressortissant du Grand Kivu, vous confirmez qu'il y avait bien un projet de balkanisation du Congo démocratique. Alors, que dites-vous aux Congolais autochtones qui ne croient pas à ces discours de balkanisation du Congo? Bon, par rapport à Honoré Ngwanda, vous savez, moi j'ai toujours dit ceci. Il ne sert à rien, la vérité c'est comme une lampe. Il ne sert à rien de la cacher sous un lit. La lampe, il faut la mettre sur la table. C'est-à-dire que si quelqu'un détient la vérité, il ne sert à rien d'essayer de le cacher, de le mettre sous un lit, de le tuer, de le dissimuler, de l'insulter. Ça ne sert à rien. Il faut le mettre sur la table. Lorsque Honoré Ngwanda a parlé de la balkanisation, moi, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il écrit. Je suis analyste politique. J'aime les hommes politiques qui ont vécu la politique à l'intérieur des institutions, qui restituent, c'est-à-dire qui écrivent. Ils nous donnent de la matière. J'aimerais bien que tous les autres hommes politiques qui ont travaillé avec Mobutu, je ne vais pas les citer tous, j'aimerais bien qu'ils écrivent et qu'on voit ce qu'ils écrivent, qu'on les compare à ce que Honoré Ngwanda a écrit. Honoré Ngwanda, c'est un auteur, c'est un écrivain. Je lis ses ouvrages et je découvre de vérités que je ne peux pas ne pas accepter. La plupart des choses qu'il a écrites, par exemple, dans
Ainsi sonne les clans, crime organisé en Afrique centrale, la stratégie du chaos mensonge. La plupart des choses, de réalités qu'il a décrites dans ses ouvrages, si un Congolais, n'importe lequel, animé de bon sens, prend le temps de le lire sans arrière-pensée, il découvre que l'homme disait tout à fait la vérité. Donc, ça ne sert à rien de le diaboliser sur ce qu'il disait. Après, il y a ce qu'il est. Il est à la fois un écrivain, un homme qui apporte un témoignage de l'intérieur de l'appareil d'État zaïrois et congolais. Bon, ensuite, il est engagé comme... il est un homme politique, donc il est engagé dans le combat politique. Moi, je ne suis pas sur le terrain politique, moi, je le suis en tant qu'écrivain, et je trouve que ce qu'il a apporté à la compréhension des enjeux du Congo depuis maintenant un peu plus de 20 ans, c'est vraiment énorme et que nous devrions être nombreux à nous approprier ces écrits, à nous approprier ces révélations et au besoin à les croiser avec d'autres. Avec d'autres, ce n'est pas de vérité d'évangile, mais lui, il prend la peine quand même de mettre à notre disposition ce savoir. Si vous prenez le temps de les lire, de les découvrir, vous trouvez que, en tout cas, les Congolais auraient dû se les approprier depuis longtemps. En tout cas, quand il a écrit, par exemple, Crime organisé en Afrique centrale, il aurait fallu que tous les Congolais lisent cet ouvrage et comprennent ce qui se passait dans le pays. Peut-être qu'on n'en serait pas là. Merci. Et ma sous-question est quelles sont les conséquences des différents accords signés les yeux fermés par des Congolais avec les étrangers que vous pouvez montrer à ces Congolais qui ne croient pas à ces discours de balkanisation? Quels sont vraiment les actes concrets? Vous avez parlé un peu de cela, mais j'aimerais que vous insistiez pour montrer les actes concrets que ces étrangers, ces occupants qui sont dans notre pays, qui gouvernent notre pays, quels sont les actes concrets qu'ils ont fait? Maman Solange a posé la même question, mais vous l'avez survolé un peu. On aimerait vraiment que vous montriez aux Congolais de voir clairement les actes que les occupants ont fait dans notre pays, qui ont poussé notre pays à cette balkanisation, à concrétiser cette balkanisation. Merci. Bon, concrètement, notre pays, comme n'importe quel autre pays, ne peut pas exister, n'a pas d'avenir, s'il n'a pas au moins deux choses. Une administration maîtrisée et une armée de patriotes. Si nous n'avons pas ces deux outils, une administration maîtrisée, nous ne saurons jamais qui est qui sont nos compatriotes, qui sont les autochtones, qui sont les immigrés, qui sont les clandestins, qui est qui. Nous ne le saurons jamais. Si nous n'avons pas une armée de patriotes, eh bien notre armée sera une armée de soudards, une armée de voyous, une armée de n'importe qui. Et c'est cela la réalité malheureusement. Le Congo aujourd'hui, c'est un pays où les autochtones ne maîtrisent pas le contrôle de l'administration, de l'appareil sécuritaire, de l'appareil d'État, de l'armée. Vous savez, même la constitution qui a été adoptée en 2006 prévoyait que l'armée n'est plus un domaine réservé du président. L'armée devient un domaine dans lequel intervient également le gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre. On sait que derrière le Premier ministre, il y a les députés, les sénateurs. Donc, normalement, les députés, les sénateurs et le Premier ministre devraient savoir ce qui se passe à l'intérieur de l'armée congolaise. Eh bien, aujourd'hui, cette armée-là, le gouvernement ne sait strictement rien de ce qui se passe dans cette armée. Rien. Il y a une seule personne au Congo qui sait ce qui se passe dans l'armée, c'est le chef de l'État, Joseph Kabila. On l'appelle autrement. Donc, il y a une seule personne qui contrôle tous ces accords-là, ces accords secrets
qui connaît ce qui se passe dans l'armée. Or, cette armée, quand la population la découvre, par exemple à Béni, l'armée découvre que la population découvre que cette armée n'est pas une armée des nationaux. C'est vrai, il y a des Congolais à l'intérieur de cette armée, mais il y a une grande partie des militaires qui ne sont pas des Congolais. Qui ne sont pas des Congolais, en tout cas qui n'étaient pas là à l'époque de Mobutu. Comment est-ce que tous ces milliers de militaires qui ne s'expriment qu'à Kinyarwanda, comment est-ce que tous ces milliers de militaires se retrouvent-ils en train de contrôler les bataillons entiers de notre armée? Donc, cette armée ne nous ressemble pas, cette armée n'est plus la nôtre. Et cette armée est en train de réaliser une mission au Congo qui n'a rien à voir avec les aspirations du peuple congolais. Cette armée est en train de tuer les Congolais autochtones. Cette armée est en train de vider des villages entiers. Cette armée est en train d'acheminer des cargaisons entières de coltan vers le Rwanda. Parce que les convois des minerais sont accompagnés par les militaires. Cette armée est donc en train de piller le Congo et de tuer les Congolais. Alors, si nous n'avons pas, ça en fait la réalité, si nous n'avons pas le contrôle de notre armée, eh bien notre pays est vraiment menacé. Ça c'est la réalité de ces accords secrets qui sont conclus par certains Congolais avec les puissances étrangères, avec les forces étrangères du Rwanda, de l'Ouganda et avec l'appui de certaines puissances occidentales. Ça c'est vraiment concret. Le pillage du Congo, le génocide, l'élimination des populations congolaises qu'il faut appeler par son nom, c'est-à-dire le génocide, parce qu'on est en train de vider des quartiers entiers à Béni, on est en train vraiment de vider des familles entières, de les éliminer, de les effacer complètement de la surface de la terre. C'est cela la conséquence de ces accords secrets qui ont été signés par certains Congolais avec le Rwanda et l'Ouganda. Merci. Ndeko Mosavuli, j'ai une question. Ntango olobi que balkanisation sikoyo ndenge toza kokende oyo nyonso presque bazolata batenu kuna barwandais bakolata FARDC. Bon, nazwi na ndenge ya bamorphologie na bango peut-être baplace na komonaka banamibien barace mosusu oyo toza na même morphologie ou bien bautu mpo bayebi ke na utu todetectaka bango facilement loba batia bazibamboyen oyo mosusu wana bon batenu baotia ya FARDC. So nameki kotala Grand Kivu ndenge nalobi nord sud olobi balkanisation eza presque déjà, mais lere bango baza kotia bato na bavillage. Je ne pense pas que Goma majorité ezali barwandais. Baville nyonso ya minene neti nazwi Bukavu majorité eza barwandais. Mpona toloba ke yango eza presque un fait déjà. Mais soki yango ekozala un presque fait déjà ezali ke fo bakoma majorité mpenza. Mais comment soki nazwi Grand Kivu dans l'ensemble majorité eza bacongolais. Mais ndeni tokoloba ke yango eza presque fait. Est-ce que eza village ameke oyo ndenge obi kovide bakaki village wana nde okekuta congolais aza te ou vraiment so tozwi Grand Kivu majorité sikoyo eza barwandais? Ça c'est ma première question. Et la deuxième wana nalingi mingi nazwa éclaircissement nango. Deuxième baaccord nyonso basinya bon je comprends na baétranger baza kolanda barichesse na biso bazolinga bazwa espace na biso baolinga basala ndenge bazokana ndenge bakombo nyonso etangi Herman Cohen Sarkozy bakombo nyonso etangami wana. Mais na oyo baaccord oyo ekosalema biso tozoyeba, mais na bainformation tozwaki ezozala mpenza bacongolais te. So tozwi Sun City bato wana bazoya na badocument déjà signé ou alors bakoya congolais posé kaka signature parce que eza na maloba mosusu elobaka ke accord ya Lemera badisasi Laurent Kabila basinyaka yango bazalaka devant un fait eza eloko moko oyo esami na barwandais tokoki oloba ke ti lelo nayebi te soki les accords de Lemera bato bamona yango
ou bien bon eza na bainfiltration mosusu esalema ezali parce que même Laurent Kabila akomaki konie yango nangi nayeba est-ce que vraiment bacongolais basinya accord ya lemera baaccord basinya yango sous pression ou bien en toute conscience bacongolais mpenza basinyaki yango mpona bamboka ekende et que soki basinyaki est-ce que parce que bakufa nde eloko wana ekokosama te parce que bakufa parce que na bango nyonso soki rubero so bugeri ya nkombo moko nayokaki boye ye nde kaka moto aza na bomoi est-ce que le fait akokufa nde accord ekozwa problème nazolanda mingi na ntango oyo moko obimisi ke oui ya des actions par-ci par-là ya bacombattant eza kosalema nyonso wana mais est-ce que baliwa na bango baliwa wana ezali mingi oéclaircir eza kaka mpona oéclaircir baliwa na bango ekoempêche accord te et est-ce que bango basinyaka yango sous pression soki ezalaki sous pression te pourquoi bato boma lisasi merci Bon, tout d'abord, ceux qui ont sali le loco, ceux qui ont sali le loco sous contrainte, en droit, signature nayo, ta signature, non, vous pouvez répondre en français ouais, ta parce signature, que vous êtes à l'aise ouais, en français. ouais, Vous pouvez répondre en français. Voilà, ta signature t'engage, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu as signé. Si tu as signé, tu t'es engagé, tu as engagé le pays. Évidemment, nous sommes dans une situation qui est tout à fait particulière, parce que ces hommes, les Kissa Singandou, les Laurent Désiré Kabila et les autres, n'étaient pas les représentants du peuple congolais. Donc il y a quelque chose de malicieux derrière ces accords de l'Emera. On essaye de mettre ces accords sur l'ensemble du peuple congolais, alors qu'ils avaient été signés par des hommes qui ne représentaient pas le peuple congolais. En 1996, lorsque ces accords ont été signés, Laurent Désiré Kabila n'était ni député, ni président, ni premier ministre, ni ministre, ni même chef de quartier. Il n'était rien, il ne représentait pas le peuple congolais. Ils étaient seulement dans ce mouvement qu'on appelait l'Alliance, un mouvement qui a d'ailleurs éclaté et qui n'existe plus. Mais le Rwandais avait besoin de sa signature pour que le jour où il sera président, il se serve de cet engagement-là, engagement de Macky, pour lui exiger d'exécuter ce qui était dans le document qu'il avait signé. Donc, c'était une sorte d'investissement. D'ailleurs, Kagame le dit. Il dit que quand il a soutenu l'AFDEL, c'était une sorte d'investissement sur l'avenir. Investissement sur l'avenir. C'est comme ce que font les clubs de football. Quand ils voient un jeune qui devient prometteur, qui deviendra peut-être un grand footballeur, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et tout ça, ils sentent que ce garçon-là sera un grand footballeur, ils appellent son papa et ils lui font signer un document. Ils lui donnent une maison, ils mettent le garçon dans un centre de formation et ils suivent ce garçon. Un jour, ce garçon deviendra un grand footballeur et ils vont récolter le fruit de leur engagement. C'est un peu ça ce qui s'est passé à l'Emera. C'est-à-dire, on a pris des Congolais, on a vu qu'un jour ils deviendront président, ministre des Affaires étrangères, on leur fait signer un document, ils le signent, et puis le jour où ils deviennent président, ils doivent exécuter ce document-là. Le problème, c'est qu'une fois arrivé à Kinshasa, Laurent Désiré Kabila a refusé d'exécuter ce document. L'autre question que tu as posée, tu as dit, est-ce que ces Congolais signent ces documents sous la contrainte? On ne peut pas savoir s'ils signent le document sous la contrainte, parce que ceux qui sont partis, par exemple, de Sun City, ils sont partis en étant les représentants de différents mouvements où ils occupaient déjà des postes. Il y avait les représentants des mouvements soutenus par le Rwanda, le RCD Goma,
les représentants des mouvements soutenus par l'Ouganda, le MLC, ces gens-là, ils sont venus à Sun City en étant les représentants de leurs parrains. Est-ce qu'ils ont signé sous la contrainte? Je ne pense pas. Et puis, nous ne devons pas chaque fois donner des excuses à nos compatriotes qui vont prendre des engagements internationaux au nom du Congo en disant qu'ils ont signé sous la contrainte. Nous devons arrêter ça. Nous devons arrêter ça parce que quand ils signent des documents comme ça, ils engagent le Congo et ils mettent la vie des populations congolaises en danger. Ces Congolais-là, nous devons être capables de les identifier et même de les punir le jour où les Congolais prendront le contrôle de leurs institutions. Parce que ces gens ont mis leur nom, au nom du peuple congolais, ils ont mis leur nom sur des documents dont se servent les ennemis du Congo pour venir tuer des populations congolaises, pour venir piller les ressources du Congo et pour venir mettre le désordre au Congo. Donc ces Congolais-là, ce sont des enfants indignes. Tous ces Congolais qui ont signé des documents avec l'ennemi, ce sont des Congolais indignes. Et il faut qu'un jour, le peuple congolais puisse prendre une décision pour soit les punir s'ils sont encore vivants, soit les mettre dans la catégorie des enfants indignes de la République, parce qu'ils ont marché la main dans la main avec les ennemis du Congo. Je reviens maintenant à ta question par rapport à la balkanisation. Vous posez la question de savoir si la balkanisation est déjà effective alors que la majorité des populations du Kivu est toujours congolaise. Bon, il y a plusieurs façons de contrôler un territoire. On peut contrôler un territoire en étant majoritaire, c'est-à-dire démographiquement majoritaire, mais on peut aussi contrôler un document en contrôlant la politique. Hein? On peut contrôler un territoire en contrôlant la politique de ce territoire et de sa population. Un pays comme le Rwanda, par exemple, est aujourd'hui entre les mains d'une minorité, de la minorité Tutsi. Les Tutsis sont déjà minoritaires au Rwanda, mais la minorité qui contrôle aujourd'hui le pouvoir au Rwanda, c'est une minorité de la minorité de Tutsis. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à contrôler un pays qui est majoritairement Hutu? Voilà la question. C'est la même situation qui se passe au Kivu. Aujourd'hui, les Congolais qui sont au Kivu n'ont aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Le maire, le gouverneur, les députés provinciaux, les chefs de quartier, tous, ils sont là, mais ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir. Il n'y a que les agents qui travaillent en direct avec le régime de Kinshasa et le régime de Kigali qui ont réellement le pouvoir de décision. Ça veut dire que dans ce Kivu-là, la balkanisation est une réalité. Parce que la population locale, elle a beau être majoritaire, elle a beau être congolaise et majoritaire, elle n'a aucun pouvoir. Aucun. C'est cela la réalité. Donc, si vous êtes dans une région où vous n'avez aucun pouvoir, vous avez beau être majoritaire, mais vous ne servez à rien. C'est ça la réalité. Il n'y a aucun habitant du Kivu qui contrôle les décisions politiques du Kivu. Aucun. Même pas le gouverneur. Le gouverneur fait semblant d'être le gouverneur, mais il est là juste pour faire l'assimilation. Lorsque les migrants rwandais sont venus en territoire de Béni, en masse, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Rien. Et lorsque les massacres se produisent et que le gouvernement de Kinshasa raconte n'importe quoi, disant que ces massacres sont le fait des rebelles islamistes ougandais des ADF, alors que c'est faux. Ce sont des tueurs qui arrivent du Rwanda et de l'Ouganda qui tuent la population. Qu'est-ce qu'il dit le gouverneur? Rien du tout. Le maire, rien du tout. Les députés provinciaux, rien du tout. Même les députés originaires du Kivu, ils ne disent rien du tout. D'ailleurs, ils sont tellement impuissants à Kinshasa qu'on se demande à quoi ils servent. Donc c'est ça la réalité. Le territoire est déjà sous contrôle, parce que les autochtones, ils ont beau être majoritaires, ils ne contrôlent aucune décision politique. Ok, merci. Papa Monga,
Merci, 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 maman. Bonjour, Mbote, Losako, Jambo, mon frère Boniface Moussavoli. Bonjour, cher Munga. Mon cher, je suis tellement content, ému d'attendre un patriote décrire les choses aussi simples que tout le monde peut bien comprendre, que ce soit son niveau de la compréhension même des choses. Makambo Ilobia complot contre le Congo. Je sais que vous avez mentionné à partir de 1996, mais moi je compte à partir de 1994. Ça, c'est ma perception que je dis toujours aux gens. Je regarde 94, pourquoi? Parce que moi là, j'étais aux études à Québec, à l'Université Laval. Il y a eu ce jour-là, on regarde le Premier ministre Jean Chrétien qui sort pour une conférence de presse en catastrophe. Il n'était même pas bien habillé. La cravate ou bien les gardes du corps, c'était vraiment en désordre là. Il y a un mot qui était sorti en premier, génocide. Et tous les médias, les journaux, dites-les, avaient pris comme c'était vraiment... Il n'y avait pas de mots à décrire. Les images parlaient d'elles-mêmes. Les images qui nous arrivaient, on disait, bon voilà, les Africains, c'est vraiment leur manie de faire les choses. C'est des sauvages, c'est des gens qui se découpent en morceaux, des gens qui sont incapables de contrôler leur politique, alors que c'était quelque chose qui était planifié pour leurs intérêts, attaquer le Zaïre. Quand ils ont fait ces histoires-là, ils ont mentionné le génocide, on attend aujourd'hui 800 000 morts. Et dans les 800 000 morts, on ne sait pas combien de Tutsis ont été tués, combien de Hutus ont été tués. Mais ça a été décrit, génocide Tutsi. Les conséquences, 2 ans après, on nous amène un sauveur. Après avoir planifié pour couvrir leurs terrains, ils ont déjà attaqué le Zaïre et ils viennent chercher quelqu'un qui était nulle part pour le sortir comme étant celui qui va aller chasser la dictature de Mobutu. Ils ont protégé pendant des années et des années. Mais Makambo, ils ont kolekana miso na biso, Monsieur Honoré Ngbanda, à Limbola qui a nyonso. Ce qui me fait plaisir aujourd'hui, durant tout ce temps qui se bat, de voir des gens comme vous, de ma génération, se réveiller et mettre aussi les écrits que tout le monde peut découvrir sans changer de mots. Je suis d'abord flatté de votre présence parmi nous comme un patriote qui résiste pour son pays. Vous avez fait aussi mention de toutes les difficultés que les gens qui sur le terrain se battent comme les maïmaï. Et ceux qui sont comme des représentants, c'est là où est mon désarroi. Ceux qui se donnent, ceux qui se nomment des politiciens, ils cherchent plutôt leurs petits intérêts. On voit des jeunes gens se faire égorger comme des petits cochons, découpés en morceaux, comme une petite viande qu'on va étaler sur le marché public. Mon cher, moi, c'est ça ce qui me donne envie de dire un jour, si je meurs, je préférerais mourir comme un homme. Je préférerais combattre derrière des gens qui sont censés faire des choses pour leur pays que ceux qui courent pour leurs propres intérêts. Combien de gens comme vous, sur le terrain, on peut trouver, par exemple, comme au Kivu, comme on a vu, c'est lui, le pauvre prêtre qui vient de se faire tuer, il a fait ça. Vincent Machozi. Et combien d'autres on peut trouver comme vous pour essayer de se battre pour ce pays-là, pour les sauver. Mais ce n'est pas une question, c'est juste une observation, c'est ma façon de voir les choses que je demande
Où étiez-vous et qui sont d'autres qui sont à côté de vous, qui cherchent à connaître ce qui se passe au pays. Et là, on a sala pour nato lakisa, bato baza kolanda biso lelo, ba banga teke toza ko makambo toza koloba yango teke pour nato bangisa bango, bato wana bazali na babinduki bako boma biso bako silisa biso. Non. Ça, c'est la folie de grandeur que moi je trouve ça aucun sens. Que moi na Congo ya yebi passe ayebi eloko nini eza koleka na mboka lelo oyo aza koluka ake na kosala politique aza bololé. Azali bololé. Mon cher, bravo. J'aimerais encore voir tant d'autres comme vous. Votre manuel, je vais l'acheter. J'ai eu écho, mais je vous ai écouté aujourd'hui. Vous avez vu qu'au début, quand vous aviez parlé, je n'ai même pas dit un mot. Maintenant, je vous dis que je vais la voir comme tant d'autres qui ont écrit, qui se dirigent vers la direction de pouvoir libérer notre pays. Je vais avoir ces manuels et mon souhait est de se battre même sur le terrain, c'est-à-dire de continuer à éduquer les gens. On ne cherche pas un coup d'État. On cherche plutôt à mettre dans la tête des gens ce qui se passe au pays, qu'ils comprennent que la population doit se prendre en charge, pas laisser la population à l'abandon devant ces bandits. Et là, on a dans la moqué, mon cher, on a partagé na yo yango wana. Na ko sepela mingi na yo kayo lisusu na ba media na biso. Tozongisa yo lisusu awa. Tosala na yo ba mitu, opesi tuno ba mituna mosusu. Biso pe awa na Canada tozali kolengela na yebi ke ba conférence toza kosala yango moto toza kopesa bana mayele mingi yango pe moni na Kisasa moto pelaki na kati na mboka makambo ezali kotambola ndenge tozali koyoka ba nungu nungu. Ba conférence wana tozali ko manyola yango sikoyo na Canada le 8 le 9 octobre tozali na 2 conférences coup sur coup moko na Calgary mosusu kozala na Edmonton avec le secrétaire national exécutif Luki Kakozana biso batoloko la bino na ba makambo vous allez na yango si une chance viendrait, pourquoi pas vous inviter que vous soyez un jour avec nous. Matondo, Mama Kati, Longonia, na mosala ki toko zali kosala, na ndeko na biso, Grégoire, SNE Précom, Matondo Mingi. Na mosala ni mozali kosala pa na mboka na bino, et puis na pesi, loko na bao nyonso ba pesi so maniele, na koka toko banto banda makolanda makambo na mboka na biso, na ye moko mokonzi ya Lingomba, papa Honoré Ngbanda Nzambe ko atumba. Matondo Mingi. Merci, papa Abisso Monga. Et Ndeko Boniface, est-ce qu'il y a un commentaire là-dessus? Bon, il y a... c'est vrai, la tragédie congolaise ne date pas seulement de 1996. 1996, c'est le déclenchement de la guerre. Donc la guerre a été préparée depuis assez longtemps. Si on remonte beaucoup plus loin, on peut remonter même jusqu'en 1991, lorsque l'ambassadrice américaine à Kinshasa, Melissa Wells, avait menacé le maréchal Mobutu en lui disant que les États-Unis vont le chasser du pouvoir et que les États-Unis avaient les moyens de le chasser du pouvoir. Ça remonte un peu vers là. Donc, après la chute du mur de Berlin, les Américains, les puissances occidentales ont considéré, à l'exception de la France, ont considéré que Mobutu devait être chassé du pouvoir. Mais ce n'était pas seulement Mobutu qui chassait du pouvoir. Il venait aussi prendre possession du Congo et transformer le Congo à leur jouet pour en faire ce qu'ils voulaient. Ils voulaient le balkaniser, le détruire. Enfin, le Congo est aujourd'hui un terrain d'expérimentation des techniques et des politiques qui ne sont pas encore appliquées dans d'autres pays. S'ils arrivent à réussir leur jeu, ils pourraient les appliquer à d'autres pays. Bref, donc c'est ça. Bon, pour ce qui est du travail de prise de conscience, ce travail-là, je pense que nous devons le poursuivre. Des hommes comme Vessa Machozi. Vessa Machozi, c'est un homme de terrain. Il avait fui menacé par le régime de Joseph Kabila. Il avait fui le pays.
il est parti aux États-Unis, puis après il a considéré que le combat, il doit vraiment le mener sur le terrain. Il est rentré sur le terrain. Il a fait un travail de formation, c'est surtout ça le plus important, de formation des jeunes au patriotisme, ce qui fait que le site qu'il avait créé, le site Ben Lubero, continue de fonctionner. C'est vraiment un site une source d'information permanente sur ce qui se passe dans le Grand Nord, hein, au Nord Kivu. Ce qui fait que à Butembo, par exemple, le travail de patriotisme et de lutte contre la balkanisation est très profond dans les esprits des gens. Donc, il a fait vraiment un travail de terrain qui est très important, mais il a été obligé de le faire sur le terrain parce que il ne pouvait pas le faire de l'étranger. Mais il a quand même produit des patriotes. Il y a beaucoup de patriotisme dans le Kivu, beaucoup de patriotisme. Le jour où le Congo sera libéré, le gouvernement n'aura pas du mal à recruter des patriotes parce qu'un patriotisme s'est créé, il s'est développé dans le Kivu. Ce travail-là, il doit se poursuivre. Il doit se poursuivre et ceux qui le font ne doivent pas chercher d'être connus, d'être récompensés, d'être vedettes, d'être des stars. Nous devons continuer de faire ce travail en étant ce que nous sommes, des anonymes. Si les gens nous invitent, nous venons, mais si les gens ne nous invitent pas, nous ne venons pas. Si nous avons l'occasion de parler dans les médias, nous parlons. Si nous n'avons pas l'occasion de parler dans les médias, nous ne parlons pas, mais nous continuons de parler avec les patriotes qui sont sur le terrain ou les patriotes qui nous appellent au téléphone pour avoir des précisions sur un événement ou un autre. Donc c'est un travail qui n'est pas celui, d'abord qui n'est pas payé. Ensuite, c'est pas un travail, c'est pas un mandat en fait. C'est pas un mandat. Nous ne sommes pas des mandataires du peuple, mais nous sommes le peuple. C'est ça que nous devons nous mettre en tête. Nous nous battons pour notre pays parce que nous sommes le peuple. Nous ne sommes pas les représentants du peuple. Nous sommes le peuple. Nous avons pris conscience que notre pays est en péril. Nous avons pris conscience que notre peuple est en train d'être exterminé par des génocidaires organisés à partir des pays étrangers. Nous devons donc lutter pour la préservation de notre territoire national et lutter pour la protection de nos populations sans chercher à être des stars. L'erreur que nous avons, que de nombreux Congolais ont commise, c'était de croire que les gens qu'ils envoyaient à Kinshasa en tant que députés, en tant que sénateurs, ou dans les provinces, dans les capitales provinciales, en tant que députés provinciaux et en tant que représentants, que ces gens-là étaient leurs représentants. Les élus dans un régime mafieux ne sont pas les représentants du peuple, ils sont les représentants du système mafieux. J'utilise un mot très fort, mais c'est le mot qui est adapté à la situation du Congo. Donc, dans un régime mafieux, dans un régime antidémocratique, dans un régime, dans une république bananière, les élus officiels ne sont pas les représentants du peuple. Ce sont les représentants du système mafieux. Et donc, ça, nous devons nous les mettre tout le temps, nous les garder à l'esprit que tout ce qui représente l'État congolais aujourd'hui n'est pas forcément au service du peuple congolais. C'est au service d'un système. Et ce système-là, c'est un système qui est destructeur pour les populations, destructeur pour le pays, ce qui fait que les populations ont finalement fini par comprendre, hein, d'où les soulèvements populaires par-ci par-là à travers le pays. Merci. Le coordinateur Boniface, Maman Joséphine. Ok, merci. J'ai encore une question pour vous, Monsieur Boniface. Oui, Nous savons qu'il y a 20 ans ou je ne sais pas combien d'années déjà, depuis que la guerre a commencé à l'est dans les grands Kivu, dans notre pays, nous savons qu'il y a
la MONUSCO avec, comment on appelle ça, un bataillon ou une équipe de soi-disant 17 à 20 000 personnes. Il y a aussi l'Africom dans le nord de notre pays, plus précisément vers Kisangani là-bas. Mais quel est le rôle de ces deux armées, de ces deux grandes armées? Je peux considérer ça comme des armées. La MONUSCO qui est une armée de l'ONU et l'Africom, une armée des États-Unis pour l'Afrique. Quel est le rôle que ces deux-là jouent dans notre pays? Et est-ce que c'est encore nécessaire que nous ayons la présence de la MONUSCO et de l'Africom dans notre pays? Parce qu'on tue les gens, ils sont là, ils ne font rien et ils viennent seulement compter les morts. Et le territoire congolais est occupé au fur et à mesure. On déverse des étrangers. On a entendu que dernièrement, Kagame a dit qu'il devrait amener aussi les falachas, des trucs comme ça. Et c'est quoi? À quoi sert la MONUSCO? À quoi sert l'Africom sur le territoire congolais? Merci. Et la sous-question, quelle est la solution? Quelle est la solution dans tout ça? La balkanisation, l'occupation de notre pays, il y a des institutions qui sont occupées par des étrangers, toutes les institutions comme le gouvernorat, la mairie, les territoires, les chefs de territoire, les chefs des villages même, tous sont actuellement dans les grands Kivu, ce sont des étrangers. Et quelle est la solution? Comment s'y prendre pour remédier à cette affaire? Bon, si je vous donnais la solution, maintenant, demain, cette solution ne serait pas la bonne. D'abord, je reviens sur le plan militaire. Il n'y a pas que la MONUSCO et les forces américaines qui sont au Congo. Les forces américaines sont à Kisangani, je crois au camp Bankoka, quelque chose comme ça. La MONUSCO, c'est à peu près 20 000 casques bleus, plus une brigade d'intervention de 3069 soldats créés pour traquer et neutraliser les groupes armés. Mais curieusement, ces groupes armés continuent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les forces étrangères ne viennent pas dans un pays pour régler les problèmes de ce pays. Les forces étrangères viennent dans un pays pour régler leurs propres problèmes, c'est-à-dire les problèmes de leur pays d'origine. Les militaires qu'on envoie au Congo, une grande partie de ces hommes de la MONUSCO n'étaient même pas des militaires dans leur pays. Ce sont des copains, des copains des ministres ou des députés à qui on trouve un boulot, une mission, on les envoie au Congo. C'est comme ça que ça se passe. Et pour ce qui est de l'Africom, l'Africom n'a pas été créé pour protéger les populations congolaises ou les populations africaines. L'Africom s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle la géostratégie américaine, les États-Unis voulant s'implanter militairement sur le continent africain. Ce projet a longtemps été retardé parce que beaucoup de pays africains avaient refusé l'implantation des militaires africains sur leur territoire national. Mais ils sont maintenant à Kisangani. Mais il n'y a pas que la MONUSCO et les forces américaines qui sont sur le sol congolais. Il y a aussi les Français, en Banzangungu. Il y a les Angolais à Kitona. Il y a les Sud-Africains au Katanga. Il y a les Chinois à Kamina. Il y a les Belges à Kindu.
il y a donc, le Congo a donc plusieurs partenaires militaires au-delà, à côté de la MONUSCO. Lorsque le pays est entre les mains des dirigeants responsables, visionnaires, patriotes, ils exploitent ces accords de défense pour développer ce qu'on appelle des partenariats stratégiques. Ça veut dire qu'on impose à un partenaire militaire comme la France ou comme l'Afrique du Sud ou comme la Chine ou comme les États-Unis ou comme la Belgique, on lui impose un accord, enfin pas lui imposer, mais en tout cas on lui suggère avec insistance que la poursuite de l'accord qui nous lie est conditionnée par un certain nombre de participations de votre pays à des opérations militaires. Par exemple, si nous sommes attaqués à nos frontières, nous envoyons nos troupes, vous envoyez vos troupes aussi. Donc c'est cela qui doit être fait. Si cela n'est pas fait, nous changeons de partenaires. Nous changeons de partenaires, nous installons à Kindu, par exemple, non pas les Belges, nous y installons une autre puissance, les Russes, par exemple. Ou à Kitona, nous faisons partie des Angolais, nous y installons des Brésiliens, par exemple. Donc, dans la stratégie de la protection des territoires nationaux, il faut qu'il y ait un gouvernement et des visionnaires, des gens qui décident d'exploiter ces partenariats. Par rapport à la MONUSCO, par exemple, elle avait pour mission de former l'armée congolaise. Mais il y a eu 4 réformes de l'armée congolaise qui ont été sabotées par les hommes qui sont actuellement au pouvoir à Kinshasa. Ils ont saboté ces accords. Ils ont saboté ces réformes. 4 réformes qui ont été commencées et qui ont été sabotées. Donc, le pays a des atouts militaires. D'abord, nous sommes un pays de plus de 70 millions d'habitants. Nous avons une jeunesse qui a assez de muscles pour défendre le territoire national. Nous n'avons pas besoin d'amener des Bangladeshis, des Marocains, c'est pas moi, des Colombiens pour venir défendre le Congo. Nous avons des jeunes au Kivu. Le Kivu, c'est 6 millions d'habitants. Nous avons des jeunes à Kinshasa. Kinshasa, c'est 12 millions d'habitants. Nous avons des jeunes, qu'est-ce qu'ils font là? Ils vont continuer à tourner en rond comme ça dans les quartiers pendant que des gens viennent de Colombie, du Maroc, d'Inde, de Pakistan pour venir toucher 1000 $ au Congo en tournant dans des chars, en ne faisant rien, alors que les Congolais sont là. Donc, nous devons avoir cette capacité de dire, ok, certains contingents de la MONUSCO ne servent à rien, certaines coopérations en matière de défense ne servent à rien, nous allons y mettre nos propres compatriotes, nous allons les former et les installer dans ces bases militaires et nous allons leur confier les missions. Si ces missions ne marchent pas, nous allons nous appuyer sur les puissances militaires qui acceptent un certain nombre de cahiers de charges. Mais bon, comme vous le savez, le Congo est aujourd'hui entre les mains des gens qui sont venus dans les valises des armées du Rwanda et de l'Ouganda jusqu'à Kinshasa. Ces gens-là, ils travaillent pour leurs parrains, le Rwanda et l'Ouganda. Ils veulent surtout que le Congo ne puisse pas avoir une armée forte. On l'a vu avec le bataillon du colonel, le bataillon du colonel Mandundala, que lorsque les Congolais acceptent le sacrifice, lorsqu'ils décident vraiment de mener le combat, ils le mènent et ils le gagnent. Donc, si un jour on a des patriotes à Kinshasa au gouvernement, nous allons avoir des bataillons comme celui de Mamadou Ndala, nous allons en avoir plusieurs et nous n'aurons même pas besoin de ces armées étrangères qui viennent finalement ne rien faire au Congo. Nous allons envoyer nos propres jeunes et ils vont régler pas mal de problèmes de sécurité qui gangrènent le pays. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un problème de gouvernance à Kinshasa. Si on arrive à régler le problème de gouvernance, eh bien, un certain nombre de problèmes de sécurité vont être réglés assez rapidement. Merci. Maman Solange.
Matondo ya kati. Yes. Na ningina poser na senga juste analyse ya papa na ngai Boniface. C'est comme ma mère vient de Bukavu, moi aussi je suis de là, de Kivu. Mais qu'est-ce qu'elle a remarqué? De Bukavu, par exemple, pour aller vers Walungu, Ngweche, tout ça, il faudrait être muni d'un laisser-passer. De laisser passer et puis le territoire est vraiment barricadé, ce n'est pas n'importe qui peut y entrer encore comme ça. Je vais aller voir ma grand-mère ou je vais aller dans ma terre, tout ça. Et vu cela, on a vu aussi tout ce qui se dit aussi, ndenge papa na biso Norengwa na kolobela biso ba makambo oyo ezali kokoma ba monnaie même oyo ezali kolia ba shilling ndenge ezali kolia makuna na kati na mboka na kati na Congo. Analyse na vraiment vis-à-vis na likambo oyo koki kozala nini pona bana ya mboka. Comment yo koki kolobela bana mboka pona ko éveiller bango sur likambo oyo, voilà, dans notre même territoire, il faut être muni d'un laisser-passer et puis c'est les shillings qui se mangent là-bas comme monnaie locale et tout ça. Et quelle est votre analyse et comment pouvez-vous réveiller quand même le peuple congolais vis-à-vis de ces choses vraiment qui se passent palpablement maintenant dans notre pays? Je demande juste votre analyse à propos de ceci. Vraiment, je vous remercie. Oui, Solange. Pour ce qui est du Sud Kivu, je pense que le problème des barrières, le problème des barrières, c'est plus un problème de raquettes. Hein? Donc les militaires installent des barrières pour acquitter la population et percevoir un peu d'argent en complément de leur maigre salaire, ou au service d'un commandant qui essaie de se faire un peu d'argent avec derrière des politiciens. Ça se passe toujours comme ça. Il y a plein de barrières dans le Kivu où il y a ce genre de situation. Mais pour ce qui concerne l'influence des monnaies étrangères sur le Congo, il y a deux endroits où cela a été signalé. À Kassindi, à Kassindi, en territoire de Beni, où certaines personnes utilisent il y a une certaine influence du shilling, le shilling ougandais, qui a parfois été utilisé dans le commerce. Et en territoire d'Ituri, en province d'Ituri, où on a vu une certaine influence du shilling ougandais utilisé dans le commerce. Il y a de quoi s'inquiéter et de quoi rester plus ou moins serein. Tout simplement parce que le shilling ougandais, ce n'est pas une monnaie forte. C'est une monnaie plus ou moins maîtrisée par rapport au franc congolais, mais ce n'est pas une monnaie forte. Les Ougandais ne peuvent pas, même s'ils essaient d'imposer le shilling sur le sol congolais, c'est une monnaie qui n'est pas basée sur des réserves en or qui sont importantes. Ce n'est pas une monnaie qui va dominer l'Est du Congo. Ce qui devrait plutôt nous inquiéter, sont les contrats publics qui sont signés par les autorités congolaises avec des entrepreneurs rwandais, ougandais, par rapport à certains sites stratégiques comme l'aéroport d'Enjili et tout ça, parce que ces contrats stratégiques signifie que nous perdons plus ou moins le contrôle sur certains établissements ou certaines installations nécessaires, indispensables à la sécurité de notre pays. Mais pour ce qui est de la monnaie, la plupart des gens dans le Kivu utilisent le dollar. Donc, c'est pas aujourd'hui ou demain que le shilling ou le franc rwandais vont concurrencer le dollar dans le Kivu. Le dollar américain continuera d'être utilisé dans le Kivu. C'est pratiquement la monnaie de référence dans les affaires dans le Kivu. Non seulement dans le Kivu, dans le reste du Congo aussi, à Kinshasa aussi. Bon, les Congolais préfèrent faire leurs économies en dollars.
Maman Joséphine, aujourd'hui, on a une dernière question. Hein? Oui, merci. J'ai une dernière question, cher compatriote Boniface Moussavouli. Euh, je, je dirais que je vais revenir un peu à ma question de tout à l'heure sur la solution. Vous avez dit qu'aujourd'hui, si on, on décide une solution, demain sera plus faisable. Comme la situation passe, la situation change, les solutions aussi devraient changer. C'est tout à fait normal. Mais qu'en pensez-vous du soulèvement populaire? Est-ce que le peuple congolais devrait attendre comme l'opposition le dit, attendre jusqu'au dernier jour du mandat volé, entre guillemets, de celui qui s'appelle président en RDC, le 20 décembre, ou bien le soulèvement populaire pourrait être, un soulèvement populaire bien encadré pourrait être une des solutions. Voilà. Bon, par rapport au soulèvement populaire, euh, euh, quoi vous dire? Bon, moi, quand j'analyse la situation du Congo, je constate que nous avons atteint un niveau de souffrance tel que nous ne pouvons plus, notre situation est vraiment insupportable. Quand vous l'expliquez à quelqu'un qui ne connaît pas très bien le Congo, il vous dit tout de suite, mais qu'est-ce que vous attendez pour mettre le bazar? Vous voyez? Donc nous sommes arrivés à un niveau où euh, même le mot insupportable n'est pas assez lourd. Donc, moi, je suis pour qu'il y ait, euh, une prise de contrôle des institutions par la population. Je suis pour. Mais ça doit être encadré. Ça doit être encadré. Euh, le problème, c'est que le Congo est un pays assez grand et assez complexe. Il est difficile d'organiser un soulèvement populaire sur l'ensemble du pays. Si vous vous soulevez à Kinshasa, vous pouvez peut-être avoir un écho à Lubumbashi, à Goma, à Bukavu, à Kisangani. Ce sont les quelques villes, hein, 3, 4, 5 villes qui suivent le rythme de Kinshasa, qui agissent. Mais il va y avoir d'autres régions du Congo où il ne se passera rien. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour que un soulèvement populaire puisse être la solution, il faut que ce soulèvement aille jusqu'au bout. Vous avez vu tous le soulèvement de janvier 2015, hein, les jeunes de Kinshasa, lorsqu'ils se sont soulevés contre le projet de loi Bochab, hein, qui prévoyait de retarder l'élection présidentielle en utilisant le prétexte du ressassement de la population. Ce soulèvement a duré 3 jours. C'est vrai, le régime Kabila a bougé un peu, il a cédé, mais il est resté en place. Ce qui oblige les opposants à provoquer un autre soulèvement, celui du 19 septembre, là, qui a duré 2 jours. Pour qu'un soulèvement puisse aboutir, il faut que l'objectif soit la fin du régime, mettre le régime par terre, prendre le contrôle des bâtiments publics, la présidence, le siège du Premier ministre, les principaux camps militaires, prendre le contrôle de ces établissements par la population et décider que maintenant le Congo va être dirigé selon les textes qui seront adoptés par les révolutionnaires. Hein, par les révolutionnaires. Mais ça demande une organisation en amont très élaborée. Moi, si ce soulèvement-là se produit, je vais vous dire tout de suite le fond de mon cœur. Bah, je suis d'accord. Moi, je ne sais même pas ce que les gens vont obtenir en allant aux élections. Qu'est-ce qu'ils vont obtenir? Ils vont obtenir des élus qui vont se comporter comme les élus comme les élus actuels. Je pense que le Congo a vraiment besoin de revenir entre les mains de sa population.
Et c'est là qu'il y a la légitimité du soulèvement populaire. Si le soulèvement populaire se produit, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Merci mingi ndeko na biso Boniface, merci bandeko nyonso bolandaki conférence eye mingi mpenza tokoloba ke ekomi na suka mpe ndeko na biso Boniface nayebi te mwa eloko moke conseil nini oyo oza kopesa na eleko eye na bandeko oyo baza kopostule na présidence baza s'attendre na dialogue mpo bazwa bisika bazwa baposte boye conseil nini oza kopesa bango? Tout d'abord, il faut quand même que le président actuel parte. Il faut qu'il s'en aille. C'est un homme qui a fait trop de dégâts sur le Congo. C'est un homme qui a fait tellement de mal que nous aurons beaucoup de temps à le réparer si un jour on reprend le contrôle de notre pays. Donc ce départ, comme il est en train d'être réclamé par de plus en plus de Congolais dans la rue, au sacrifice de leur vie, il faut que ce départ puisse se produire. Pour ce qui est des candidats à l'élection présidentielle, moi je ne suis pas engagé dans le processus électoral, mais je respecte ceux qui sont engagés dans ce processus électoral. Je pense que les priorités des Congolais sont ailleurs. Nous devons être capables de contrôler nos terres, nous devons être capables de contrôler nos frontières, nous devons être capables de nous identifier, de savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas, et dans quelle direction est-ce que nous menons notre communauté nationale. Les priorités sont celles-là. Alors, quel que soit le président qui succédera au président actuel, je vais d'abord vous dire deux choses. La première, c'est qu'au Congo, le peuple n'a aucun pouvoir sur le président, aucun pouvoir, parce que un président congolais, que ce soit Mobutu, que ce soit Laurent Désiré Kabila, que ce soit Joseph Kabila, c'est un homme qui a été choisi par des puissances étrangères et qui a ensuite été mis entre les mains des Congolais dans le cadre d'un cirque qu'on appelle élection. Donc on vous demande de voter pour un homme qui a déjà été choisi. Et c'est un homme qui, lorsqu'il travaille, essentiellement pour les intérêts des puissances étrangères qui l'ont choisi. Joseph Kabila vient de faire une démonstration en 15 ans, une démonstration magistrale. Le pays est par terre, le pays est exsangue, le pays n'a pas de route, le pays est complètement essoré. Pendant ce temps, les puissances étrangères comme le Rwanda, l'Ouganda brillent au soleil avec une économie florissante en pillant le Congo. Donc l'homme a travaillé pour les gens, les États et les gens qui l'ont installé à Kinshasa comme président. C'est comme ça que ça se passe. Donc le prochain président risque lui aussi d'être un homme installé à Kinshasa par des puissances étrangères et qui va tout faire pour travailler pour ces puissances étrangères, y compris en ruinant les Congolais, en ruinant le Congo et en continuant le travail d'appauvrissement des Congolais. Donc ça, c'est un risque que nous devons avoir à l'esprit, mais nous devons nous y faire parce que nous ne sommes pas encore en capacité d'imposer nos hommes à la présidence de la République. Ça viendra peut-être. Bon, quel conseil je peux donner? Ils ne sont pas obligés d'être quand même des salauds. Hein? Ils ne sont pas obligés d'être des salauds. Ceux qui seront désignés par ces puissances étrangères pour devenir les présidents du Congo. Ils ne sont pas obligés d'être des salauds. Ils ne sont pas obligés de tuer les Congolais. Ils ne sont pas obligés de piller le Congo. Il y a une partie des richesses qu'ils peuvent donner aux puissances étrangères qui, en récompense de leur travail, lobbying, de placement à la tête du Congo, mais il y a quand même beaucoup de choses. Le Congo est un pays riche. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent réaliser tout en exécutant les accords secrets qu'ils ont conclus. Ils peuvent construire des routes, ils peuvent construire des écoles, ils peuvent faire beaucoup de choses. Ils peuvent surtout dialoguer avec les Congolais. Surtout ça.
dialoguer avec les Congolais, être à l'écoute des Congolais. Nous savons que cette fonction de président du Congo est extrêmement difficile, mais un président doit quand même faire l'effort de bâtir la paix avec les Congolais, de faire revenir par exemple la diaspora qui veut revenir au pays, d'apaiser les conflits interethniques à travers le pays, de calmer les tensions entre les partis politiques à Kinshasa. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, les sièges des partis politiques, les permanences des partis politiques ont été incendiés. Ça veut dire qu'il y a une haine, le genre de haine qu'on observe dans les milices interethniques dans le Kivu. Cette haine-là vient d'arriver à Kinshasa. Or, Kinshasa, c'est une ville de 12 millions d'habitants. Si les gens commencent à se haïr comme ça, sur la base de leur appartenance politique, qu'est-ce que le pays va devenir? Donc, le prochain président, quelles que soient les conditions dans lesquelles il va accéder au pouvoir, a une obligation presque surhumaine de réunir les Congolais et d'apaiser les tensions. Il doit vraiment faire un travail d'apaisement des Congolais. C'est ça ce que je lui souhaite. Mais je ne me fais pas d'illusions, Ce sera très difficile pour lui, ce sera très difficile pour nous aussi. Mais bon, j'espère que ce sera un homme comme celui-là. Nous devons regarder l'avenir avec un certain esprit positif. C'est un peu dans ce sens-là que je lui souhaite. Je lui souhaite de réussir surtout à réconcilier les Congolais, à apaiser la nation. Merci, conférence Nabiso et Komina Shuka et tuza kotenir mingi na ko remercier mingi ndeko Nabiso, papa Nabiso Boniface Musavuli na exposé na ba réponse nyonso oyo ya kitoko oyo vraiment to retenir beaucoup na oyo yo olobi pe tokoloba eloko moko boye soki tokei na maloba ya Lumumba ye penza alobaka ete que na bambula ekoya Congo, histoire ya Congo ekokomama na biso moko. Yango oyo deja se bandi kokomama papa na biso livre yo komaki oyo komaki sur génocide oyo ezoleka na mboka na biso ezalaki na ndenge moko affirmative na oyo nyonso okomaki e lelo mpe se joindre na oyo toza kolanda tokoki oloba mpe na diplomatie ya Vatican bango mpe bakei na nzela wana eke oyo ezoleka na mboka na biso eza génocide eza kosacorde même na génocide arménien tolobi ke sika oyo génération actuelle oyo eza na Kivu na Grand Kivu oyo eza mpe na une minorité eza na mboka ntina libanda ndenge tozwami awa tokomi kokroire mingi na biloko oyo eza congolais tokomi kokroire mingi na oyo eza congolais ya solo mpenza tokoki koyoka ntango mosusu koyoka baradio oyo tolobi ya bato wana baradio dominante kolanda yango kasi tokomi kokroire mingi na expression oyo eza kowuta na biso moko neti ndeko na biso Boniface akomi na oyo na yo na kopesa confiance mingi parce que na kotanga une réalité oyo eza diminue te oyo eza mobimba ya situation oyo eza koleka na mboka na biso. Encore une fois biso banso topesi yo merci mingi pe tolobi na groupe Horizon ke eza mbala liboso kasi eza mbala ya suka te ya koyoka yo lisusu na kozwa lisusu na conférence na groupe na biso eye. J'espère que oza na moya ya suka et puis toyeba kokanga conférence na biso par rapport na auditoire oyo et la fois passée ezali mpe na bato ebele mais lelo il y a eu d'autres conférences ailleurs et comme divisé mais la fois prochaine vraiment ekozala su na bato ebele. Un mot si vous en avez à propos de l'auditoire. En tout cas, merci na bandeko nyonso bayaki monga watata kumu namoni awa na ordi na ngai
Joseline Wakinde, Solange wa Mungu, nasepeli kukuta na bino, nakanisi tokuta lisusu na émission mosusu, et puis le combat continue. Merci mingi nakanisi conférence nabiso esuki awa encore une fois merci ndeko nabiso Boniface Moussavouli. Okay, merci Nabi.